Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Bonjour, bienvenue dans l'émission d'Alexandre Jardin, la parole aux Français, votre émission 0826 300 300, appelez-nous, on vous attend. Bonjour Alexandre. Bonjour, et la semaine dernière nous avions reçu Sylvie, boulangère à Paris rue de Turbigo. Son témoignage avait complètement bouleversé tout le monde, elle risque de mettre la clé sous la porte. On la reçoit aujourd'hui. On va également écouter les réponses de la mairie de Paris. Absolument, d'Ariel Veil. Et vos réactions. Pourquoi on fait ça ? Si la radio ne sert à rien, ça marche pas. On sait que Sud Radio s'était engagé dans le combat dans les Corbières pour faire revenir les chèvres, pour protéger les territoires qui ne brûlent pas. Ça a eu un effet. Si on peut avoir un effet, avançons. Voilà, on avait promis une réponse à Sylvie de la part d'Ariel Veil, le maire du 4e arrondissement, qu'on entendra dans un petit instant. Et puis on parlera insécurité avec Mathieu, responsable et porte-parole d'Alliance Police de Paris-Centre. Et puis la pêche française est-elle menacée de disparition ? C'est ce que craignent vos invités, Alexandre. Normes européennes, quotas, contraintes administratives, concurrence déloyale. La liste est longue et ça nous concerne tous, Alexandre. On va les écouter parce que c'est très compliqué pour eux de se battre. D'abord, ils sont pas à terre. Donc, se battre quand on est en mer, c'est compliqué. On aura en ligne 3 pêcheurs ou 4. Je ne sais pas si les 4 pourront se rapprocher des côtes, mais c'est très important. C'est très important qu'on écoute comment un secteur est en train de se faire massacrer par un système administratif. Il faut écouter cette France-là. Elle nous nourrit. Et puis la gauche est-elle en train de se faire dévorer par l'extrême gauche ? C'est la question que vous poserez au député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, à partir de 13h. C'est un homme pour qui j'ai une grande admiration, parce qu'il est dans un camp qui est en train de se radicaliser, et il se tient droit, il est extrêmement digne, et on va parler de comment on peut conserver en France une gauche respectueuse profondément, pas de haine. C'est vraiment un très grand humaniste. Voilà, c'est une fierté de recevoir des gens qui se battent dans leur camp. À 13h30, c'est vous, chers auditeurs, qui poserez vos questions à Alexandre Jardin au 0826 300 300. Restez bien avec nous. La parole aux Français, c'est votre émission. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Sud Radio, parlons vrai. L'actualité de cette semaine, Alexandre, a été marquée notamment par les manifestations du 10 septembre. Le 10 septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fond, le pays s'est retrouvé coincé entre la violence et ou la défense d'un ordre que plus personne au plus grand monde ne soutient, puisqu'on a vu que le soir même, le sondage de LCI qui sortait un chiffre ahurissant, 66% des Français ne font pas confiance au nouveau Premier ministre. Donc on voit bien que ça dépasse la personne qui a clairement un problème de système auquel on est tous confrontés, et on ne peut pas être coincé uniquement entre la violence et la défense d'un ordre qu'on ne soutient pas. Donc, est-ce qu'il existe une troisième voie ? Ce qui m'intéresse, c'est que dans tous les partis politiques, vous avez des gens qui sont conscients, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. On va recevoir Jérôme Guedj. Dans tous les partis, vous avez vraiment des gens qui sont dans cette recherche-là. On ne peut pas jouer le pire. Il y a aussi une société civile qui se constitue avec mon mouvement des gueux. C'est une troisième voie. Et puis il y a aussi quelque chose de fondamental, et Sud Radio est au cœur de ce combat-là, c'est l'expression directe. L'expression directe, sans aucun filtre, d'un pays qui doit pouvoir parler en dehors de ces manipulations médiatiques, en disant tout simplement sa vérité. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Sud Radio, parlons vrai. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir cette semaine sur Sud Radio. La semaine dernière, vous nous avez fait part des murs de difficultés auxquels vous faites face dans votre quartier depuis plusieurs mois, à cause principalement du trafic et de la consommation de crack. On en parlera dans un instant avec Mathieu, policier et porte-parole du syndicat Alliance Police, qui connaît très bien ce quartier. Donc, on vous avait proposé de revenir aujourd'hui, après nous être chargé de joindre la mairie de Paris pour comprendre aussi cette inaction dont vous nous parliez. Je vous propose d'écouter la réponse du maire de secteur, Ariel Veil, qui nous a accordé un court entretien juste avant l'émission. D'abord, au sujet de vos sollicitations. Moi, vous savez, j'ai pas l'habitude de dévoiler trop de détails intimes et personnels sur les discussions qu'on peut avoir. Sylvie, je la connais bien. On a eu une discussion il y a même pas 10 jours d'une bonne demi-heure dans sa boutique, tous les deux en tête à tête. Elle a eu mes équipes, je crois,
si c'est pas tous les jours, c'est plusieurs fois par semaine, puisqu'on l'accompagne sur l'ensemble des difficultés auxquelles elle fait face. Et il ne me revient pas de les dévoiler, puisqu'elle sera votre antenne, elle pourra elle-même le dire. Mais en fait, elle fait face à des difficultés et c'est tout à fait, ça nous touche beaucoup puisqu'elle fait face à des difficultés multiples. Parmi les problèmes auxquels vous faites face, Sylvie, il y a aussi l'augmentation des loyers liés, selon lui, à l'attractivité du quartier. Écoutez. Il y a effectivement la situation des Halles. Et puis il y a la situation plus générale du commerce, de comment on fait pour que on puisse conserver des commerces de proximité. Il y a des boulangeries qui s'installent tous les jours, ça se passe plutôt bien. Une partie d'entre elles le fait d'ailleurs dans ce que j'appelle le parc de la ville, c'est-à-dire qu'on est propriétaire ou à travers nos bailleurs sociaux d'un certain nombre de pieds de commerce en pied de rue, et on en profite. C'est sûr que si on est propriétaire, on essaie de pas faire ce que le marché privé peut faire très bien, et c'est vrai que les loyers se sont envolés. Votre réaction, Sylvie? Pour commencer, effectivement, j'ai eu la visite de M. Veil il y a une dizaine de jours. Très surprise d'ailleurs, parce que je ne l'attendais pas du tout. Quel dommage, parce que j'aurais pu aussi me préparer. J'étais en plein boom, parce que, comme tout le monde le sait, je travaille énormément. J'ai eu une visite. C'est pas non plus... voilà. Quand on dit qu'on m'accompagne, moi j'aimerais bien des preuves parce que on me parle beaucoup, on me promet beaucoup de choses, mais voilà. J'ai demandé à Monsieur Ariel Veil qui me donne une attestation par laquelle il recherchait un local. Bon, l'histoire du local, c'est bien gentil, mais moi je suis pas en train de déménager un magasin de vêtements avec des cintres et des portants. Il s'agit quand même de fours de boulanger, de vitrines faites sur mesure de 2,50 m de longueur. Donc si on me trouve un loyer plus approprié, pourquoi pas. Ça veut quand même dire que je vais devoir recréer une affaire et repartir de zéro, ce que j'ai fait il y a 10 ans. 10 ans où j'ai séduit ma clientèle, où je me suis fait une clientèle, je pense pas que les gens feront 500 mètres ou 1 kilomètre pour venir me retrouver chaque jour. Moi, j'aime ma clientèle, j'aime ce quartier, je voudrais juste que ça change. En clair, il s'est rien passé. J'ai eu la visite hier après-midi. Alors, je vous raconte, parce que j'étais quand même très... Entre une action et une visite, c'est... Ah oui, non, il y a rien d'écrit. Et pourtant, je lui ai demandé. J'ai eu la visite de son secrétaire ou je ne sais qui, de quelqu'un de la mairie. J'étais en train de faire une vente sous ma verrière, j'avais 6 clients. Ce monsieur est arrivé en disant « Je suis de la mairie de Paris, j'ai rendez-vous ». J'ai dit « Bonjour monsieur, excusez-moi, mais je finis ma vente quand même ». Il est arrivé en mode intrusif, mais... j'étais choquée. Donc après, j'ai fini ma vente, j'y suis allée. Alors, on vous propose une terrasse. Très bien. Enfin, la terrasse, vu ce qu'il y a en face de chez moi, vu les événements et ce qui se passe depuis 15 jours, c'est pas le moment d'installer une terrasse. Je lui ai dit, écoutez, faudrait d'ailleurs assainir le quartier avant de proposer une terrasse. Et puis, on est quand même au 15 septembre. Pourquoi compte tenu de l'ambiance du quartier, pourquoi ça n'a pas de sens pour vous? Mais c'est impossible, là, en ce moment. Moi, je n'ai que des représailles depuis 3 jours. Voilà, à chaque fois que les vendeurs de crack. Voilà, je sais pas, beaucoup de toxicomanes. Les vendeurs de crack, ils se cachent plus quand même. Les toxicomanes, à chaque fois, encore tout à l'heure, il était 10h du matin, ils sont passés devant ma boutique en disant « c'est la boulangère de l'enfer ». Voilà le surnom que j'ai, rue de Turbigo maintenant. Alors justement, on a parlé de ce cas et de ce qui se passe dans le quartier Ariel Veil, et apparemment on ne peut pas parler de zone de non-droit, ni de drogués qui errent comme des zombies de jour comme de nuit, et écoutez ce qu'il répond. On est confronté à une situation qui fluctue. Après, il y a des commerces, je vous l'ai dit, qui vont bien, on se promène dans les halles sans grande difficulté, vous pouvez le faire. J'imagine que ça vous arrive à Nelson Mandela, on a des familles qui sont là, mais c'est vrai que rue de Turbigo, en particulier, avec cette présence d'une infrastructure qui au fond ne sert plus vraiment, puisqu'il y a quasiment plus de trafic dans les tunnels de la voie souterraine des Halles, une infrastructure qui est largement surdimensionnée et qu'il va falloir transformer. Ça fait partie de la transformation, des transformations qu'on a encore à faire. Sur la présence policière, tout ce qui concerne le trafic de stupéfiants, tout ce qui concerne, vous savez, comme grand racisme, est toujours du ressort de la police nationale. Et donc, c'est d'abord à la police nationale de régler les affaires de stupéfiants. Alors voilà, vous avez écouté cette réponse du maire de Paris Centre, Ariel Veil. Nous sommes avec Mathieu également. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous. Mathieu, je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police. Vous connaissez très bien ce quartier, vous connaissez très bien ce tunnel investi aujourd'hui par les drogués, les toxicos. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec le constat du maire Ariel Veil? Est-ce que, selon vous, tous les moyens ont été déployés pour lutter justement contre ces trafics? Bon, déjà, je compatis avec Sylvie parce que les incivilités, les dégradations, les agressions, c'est le quotidien de nos collègues actuellement. Après les JO, on a assisté au retour des trafics et de la délinquance, notamment au niveau du Fonds social et de la rue de Turbigo. Faut savoir que depuis le début de l'année, on a un arrêté du préfet de police qui interdit les regroupements de consommateurs de cocaïne base, à savoir le crack, dans certains secteurs de Paris, dont font partie la rue de Turbigo et les voies souterraines des Halles. Le but, c'est quoi? C'est éviter les affrontements, les incidents entre consommateurs et riverains, et puis avec les commerçants aussi, sachant que ça génère évidemment une recrudescence d'actes délictueux et d'atteinte aux personnes. On a eu un premier bilan en juin 2025, 3400 contrôles, 250 interpellations depuis le début de l'année. Faut bien comprendre pour Sylvie que la police nationale, en tout cas nous à la préfecture de police et pour les collègues du centre, que ce soit la brigade territoriale de contact ou les polices secours, le temps judiciaire ne correspond pas à l'immédiateté de la réponse que pourraient attendre les citoyens. On aimerait bien pouvoir leur apporter une réponse immédiate, mais foncer dans le tas, ça nous aidera pas à interpeller les trafiquants. Faut comprendre que sous couvert de la simplification, la procédure pénale elle s'est complexifiée au fur et à mesure des réformes. Et ça alourdit le travail de nos collègues enquêteurs. Monter des dispositifs, faire des surveillances, ça prend du temps. C'est pour un petit trafic, c'est plusieurs mois de travail. Et de l'autre côté, même quand la procédure elle n'est pas cassée par les avocats qui s'engouffrent souvent dans la moindre faille pour dénoncer un acte de procédure, on a une réponse pénale qui n'est pas forcément à la hauteur. Qu'est-ce que vous conseillez à Sylvie? Fuir? Non. Nous, je veux dire, les collègues de Paris Centre sont déterminés à mettre fin au trafic et à mettre hors d'état de nuire ces dealers. La problématique principale, et qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Et donc, on a une vraie problématique au niveau que faire des consommateurs. Parce que vous vous doutez bien qu'un consommateur de crack qui est dépendant quasiment dès les premières prises, une amende forfaitaire délictuelle ou alors une peine de prison, ça ne le dissuade pas du tout. D'accord. En clair, Sylvie va devoir bouger. Elle va devoir refaire sa vie, refaire une clientèle. Parce que là, ce que dit Mathieu, c'est que... Pour toutes les raisons que vous expliquez. On ne peut pas traiter le problème à sa source. Donc la seule solution pour vous serait, selon la façon dont sont présentées les choses aujourd'hui par Mathieu et même par Ariel Veil d'une certaine manière, parce que finalement quand on l'entend, on a le sentiment que oui, des moyens ont été mis à disposition des riverains du quartier, mais on n'a pas tous les moyens. Ça dépend de la préfecture de police, après ça dépend de l'État, ça dépend plus tellement de la mairie de secteur, ni de la ville de Paris, si on comprend bien. D'accord. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, tout le monde se refile la patate chaude. C'est ça. Moi aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, le citoyen paye des impôts, à peu près le droit de ne pas fuir, et ce qu'explique notre dernier intervenant, c'est des lourdeurs, des choses qui rendent à peu près impossible l'exercice normal de leur job. On est donc dans... ce que vous êtes en train de vivre, c'est une sorte de résumé, mais sauf que vous le prenez bille en tête, c'est ça. Au quotidien, dans la rue, un résumé d'une crise institutionnelle, où tout à coup les mécanismes n'arrivent pas à fonctionner normalement, et au fond, tout le monde a trouvé normal qu'on s'installe dans quelque chose de complètement anormal. Parce que vos efforts pour créer votre boulangerie, une clientèle, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme. C'est énorme. Toute une vie de travail pour en arriver là. Sylvie, on a lu dans un papier du Figaro de ce week-end que l'un des commerçants de cette rue, justement, qui est sans doute votre voisin de palier, j'allais dire, avait lui mis en place un système de caméras pour se protéger. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous pensez que ce serait utile? J'en ai des caméras, mais ça n'empêche pas les toxicos de rentrer.
Ça n'empêche rien, les caméras. Est-ce qu'il vous arrive d'appeler la police, en fait Oui, encore hier matin. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je m'estime heureuse parce que c'est vrai qu'il y a une super équipe sur les Halles. J'ai leur numéro de portable. J'ai été beaucoup sollicitée aussi par d'autres policiers français qui viennent en mission à Paris, qui ont vu les reportages et qui m'ont donné leur portable en disant « Appelez-moi, on n'est pas loin, on arrive ». Donc vraiment, je suis privilégiée. La police, le 17, au secours. C'est quand vous parlez de la police qui... Moi, quand je fais le 17, parce qu'ils sont pas là le matin, oui. Hier j'ai fait le 17, ça a été très compliqué. On m'a dit oui, mais c'est quoi, mais pourquoi, mais madame, attendez. J'ai dit non, je peux pas, là, c'est urgent. Là. Ils étaient là devant ma porte. Venez, s'il vous plaît. Ils sont arrivés 3 quarts d'heure après, donc voilà. Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ça ? Oui, non, mais après, je veux dire à Sylvie qu'il faut bien comprendre que on a aussi d'autres missions sur l'arrondissement, que le 1, 2, 3, 4 c'est très grand en secteur. Donc quand elle appelle, par exemple le matin, c'est la police secours qui va intervenir. Et donc effectivement, on peut avoir des délais d'attente plus longs, mais que croyez-moi que c'est vraiment une priorité nous au niveau de la police du centre, que ce soit la brigade territoriale de contact ou même la police secours. Le but c'est vraiment d'être visible, de pouvoir dissuader les dealers ou les consommateurs de s'implanter, et que c'est vraiment une priorité pour nous. Monsieur, pour vous, quel serait le changement qui libérerait du temps pour que vos hommes puissent travailler? Tout simplement plus d'effectifs. Ouais. Il faut tout simplement plus d'effectifs, plus de matériel pour pouvoir avoir des véhicules, pour pouvoir effectuer des patrouilles et permettre de sécuriser au mieux. Vous savez, on a vu pendant les... Pourquoi ça s'est redéveloppé après les JO? Parce que y avait moins de policiers. Donc on a montré pendant les JO que plus il y avait de policiers, plus il y avait de sécurité. Voilà. Donc il faut mettre les moyens. Si on veut mettre fin, déjà, il faut une vraie réponse pénale. Je veux dire, faut arrêter de tergiverser. Quand un trafic de stupéfiants peut encourir jusqu'à 10 ans, il faut mettre 10 ans. Oui, ce qui aujourd'hui, de fait, semble quasiment impossible, quoi. Exactement. Avec les circonstances atténuantes, excusez-moi, mais la réponse pénale, elle est pas là. En tout cas, là, nous, au niveau d'Alliance Police Nationale, on doit prendre une réponse pénale ferme qui dissuade de recommencer. Dans la réalité, ils prennent combien? C'est selon les affaires. Mais on est très loin des 10 ans. On est très loin des 10 ans. Sylvie, il y a plusieurs histoires concernant des boulangers qui ont été menacés, agressés, notamment à Toulouse, un boulanger qui a été contraint de fermer sa boulangerie à cause du trafic de drogue, toujours. Ça faisait 3 ans que des trafiquants occupaient le parking de sa boulangerie, occupent d'ailleurs encore le parking de sa boulangerie, et pour tenter de les faire partir, il avait tout tenté, il avait investi dans une sécurité, il avait mis des caméras, enfin bref, tout ce dont on a déjà parlé. Finalement, c'est lui qui a perdu. Est-ce que, en étendant ce sujet, là, il y a votre cas qui est grave, qui est à Paris, dans le centre de Paris, dans un arrondissement plutôt touristique en plus, avec beaucoup de passages initialement. Ce trafic de drogue, il est partout. Rue de Turbigo, est-ce que vous vous sentez en danger ? Je suis en danger et je suis pas la seule. On est tous en danger. Enfin là, la semaine dernière, mes collègues commerçants se sont vus cambrioler la nuit, des plaques d'égout dans les vitrines. Moi, j'ai pas vécu ça. Je m'estime heureuse. Mais là, on a quand même eu recrudescence de cambriolage. Hein. Tous les jours, il y a une vitrine cassée. On est tous en danger. Le magasin Picard a été obligé de prendre un vigile parce qu'ils sont en danger aussi. On est tous en danger. Moi, je suis en danger. Bon, écoutez, le danger, moi, j'en ai pas peur. Je vois pas le danger. J'ai pas envie de le voir. Je peux me défendre. Enfin, voilà. En fait, vous craignez davantage pour votre commerce que pour vous-même. Non, mais moi, c'est toute ma vie de travail. C'est toute ma vie de travail qui me fait peur. C'est de perdre ça parce que je n'ai rien d'autre. Moi, j'ai beaucoup investi dans le recrutement, dans les charges. Voilà, aujourd'hui, 9 200 € de loyer pour être en face du souterrain des Halles, pendant que les experts expertisent mon fonds de commerce à 4 900. Il y a un problème. Mon propriétaire est
complètement au courant de ce qui se passe. Alors quand on me dit oui, mais vous n'êtes pas sympa, peut-être que la qualité de vos pains, c'est pour ça que vous n'avez pas de clients, c'est un peu facile aussi. Enfin, je sais ce que je fais. Je suis une passionnée, une professionnelle. Voilà, c'est un peu facile de toujours remettre ça sur la faute des autres, enfin sur la mienne en tout cas. Moi, je veux de la justice. C'est ça que je demande aujourd'hui. Je veux que justice soit faite. Si on veut plus de moi dans Paris, c'est pas grave. Je peux aller faire mon métier n'importe où. Je veux qu'on trouve une solution, mais je ne veux pas repartir avec zéro pendant que j'ai investi toute ma vie de travail dans ce fonds de commerce. On le disait tout à l'heure, les commerçants de cette rue sont tous victimes en fait de ce trafic de drogue. Est-ce que vous avez songé par exemple à former un collectif, à interpeller peut-être plus haut que la mairie de Paris ? Alors, nous avons créé une association des commerçants. Je suis allée voir tous les commerçants de la rue. J'ai réussi à en mobiliser 5. Les gens ont peur. Les gens ne veulent pas s'exprimer. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur. De quelles représailles ? Dans la rue. Dans la rue, et puis ils savent que de toute façon la mairie ne fera rien. Enfin voilà, ça sert à rien. Mais représailles politiques ou de fait dans la rue, comme vient de le dire Alexandre ? Je pense qu'ils ont peur, c'est global. Ils ont peur, tout simplement. Ils se déplacent pas, on fait une pétition, ils la signent pas. Moi, ça me fâche un peu aussi parce que je leur ai expliqué que si on était plusieurs, ça aurait plus d'impact. On a rencontré la mairie il y a quelques mois. Il faut les travaux ont été faits dans ce quartier. Le quartier est magnifique. Le jardin des Halles est magnifique. Bon, même s'il est investi. Ce coin de rue Turbigo du 1 au 11, mais c'est tout sauf Paris. Moi, ça fait 10 ans que je demande en face de ma boutique un street art. Franchement, ça a fait son effet partout. On l'en voit partout dans le monde. À Vitry-sur-Seine, il y a des quartiers qui ont été revalorisés grâce à ça. En plus, on a un lieu atypique, qui est sombre, qui est tagué tous les 4 matins. La mairie vient repeindre, mais le lendemain, c'est retagué. On sait qu'ils ne taguent pas sur des street art. Il y a moyen de faire quelque chose de magnifique. Et on me dit, oui, mais il faut une commission, ça va demander 10 ans. Alors, ce qu'on vous propose... Oui. Vous nous tenez au courant, et si ça bouge ou si ça bouge pas, vous reprenez contact avec Maud. D'accord. On va suivre votre histoire. Il faut que ça bouge. Mais oui. Or, à un moment, si la porte de la chapelle, ils ont réussi à l'assainir. Oui. Alors pourquoi pas mètre carré par mètre carré, là, c'est votre lopin de France. C'est ça. Vous allez tenir au courant Maud. Et puis, on lâche pas l'affaire avec vous. Voilà. D'accord. Merci. Pour conclure rapidement, parce qu'on a toujours Mathieu qui est en ligne. Mathieu, le constat est apparemment alarmant. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'extraire de cette situation concernant vraiment le tunnel du Crac, puisqu'on vous parliez de la colline du Crac, vous faisiez référence à la chapelle. Est-ce qu'on peut s'extraire de cette situation rue Turbigo dans le centre de Paris ? En tout cas, nous, on a la détermination pour le faire. On a un gros travail quotidien de la brigade territoriale de contact. Elle est tous les jours sur le forum des Halles. Elle est bien évidemment sensibilisée. Bon, elle est là pour sécuriser, mais bien évidemment sensibilisée au trafic de stupéfiants. Il faut juste nous donner les moyens procéduraux et puis avoir une réponse pénale ferme. Oui, donc ça s'accompagne bien sûr d'une justice. Hors d'état de nuire les dealers, en fait, tout simplement. Et après, on a un côté pour les consommateurs, parce que j'ai écouté Sylvie, et c'est vrai, ces gens-là les consommateurs sont invisibles. Quelqu'un qui est en manque est prêt à tout pour avoir sa dose. Donc ça veut dire commettre un délit, quitte à agresser quelqu'un pour lui voler quelque chose. Bon, en tout cas, on continue. Je comprends totalement sa situation et je lui dis, nous on est là, on lâche pas le terrain et on continuera et vraiment on est déterminés. Et les collègues sont déterminés et ils vous lâcheront pas. Vous ne lâchez pas le terrain. Merci à tous les deux. On continuera de suivre cette histoire. Sylvie, on reste en contact évidemment. Merci Mathieu d'être intervenu sur Sud Radio, et vous, chers auditeurs, si vous vous sentez touchés par cette histoire, si vous êtes même concernés, pourquoi pas, si vous nous écoutez du centre de Paris, si vous habitez rue Turbigo, allez appeler le 0826 300 300 et apportez-nous votre témoignage. À tout de suite. Alexandre Jardin, Sud Radio, parlons vrai. La parole aux Français et la parole aux pêcheurs aujourd'hui. Alexandre, en 30 ans, la profession a perdu 30% de ses effectifs. Les marins-pêcheurs français sont aujourd'hui moins de 13 000. La profession est en danger et les causes sont nombreuses. On en parle aujourd'hui avec vos invités, Alexandre.
On va vous écouter, vous êtes en ligne. Je vais vous demander d'être absolument cash. Il y a un moment où ça suffit, votre profession est en train d'être attaquée par tous les bouts. La loi qui se profile, la PPE 3, on va lutter comme des fous pour qu'elle ne passe pas, parce que cette multiplication des éoliennes est en train de grignoter, de dévorer vos territoires de pêche. Est-ce que vous... je ne sais pas qui on a en ligne. Alors, je vais vous présenter nos invités qui sont en ligne, parce qu'effectivement, David Lequintrec, pour l'instant, ne capte pas. Qui est le président du syndicat professionnel de l'UFPA. Absolument. Je sais qu'il est en mer. Il est en train de se rapprocher des côtes. On a 3 personnes. Nous sommes avec Michel Caligari, patron pêcheur à Gruissant, Guillaume Lenoir-Granville, patron pêcheur à Granville, Guillaume Lenoir, patron pêcheur à Granville, et Pascal Papillon, patron pêcheur dans la Manche. Ce qui veut dire que en ce moment, toutes les façades maritimes sont en train de s'unir. Pour ne pas mourir. Michel, vous êtes là ? Oui, je vous écoute. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes à terre ou vous êtes en mer ? Non, je suis rentré là. Vous êtes rentré de mer ce matin. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire comprendre aux Français ? Je dis ça parce que, pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes à terre ou en mer ? C'est que c'est très compliqué pour une profession de gagner sa vie en étant, par définition, en mer et de se battre, et ça se passe à terre. Qu'est-ce que vous voulez que les Français entendent ? Dans quel monde de fous la société française, l'État français est en train de vous entraîner ? Alors, on va commencer par 2 petits exemples concrets. Oui. On a quand même des éoliennes qui sont implantées contre l'avis des pêcheurs. Aujourd'hui, par un biais simple que les gens vont comprendre, soit on est pour les éoliennes et on prend l'argent des éoliennes et on travaille pour eux, soit sinon on manifeste contre ça et on finit avec des amendes et au tribunal avec des interdictions de manifester. Voilà. C'est aussi violent. C'est du chantage, ni plus ni moins. C'est du chantage. Soit vous prenez l'argent et vous vous taisez, et vous mourrez. Sinon, vous avez la pression. Soit sinon vous avez la pression de l'État sur vous, tout simplement. Et ça veut dire que le poisson de qualité, je pense à tous nos auditeurs, va se raréfier, plus vous allez disparaître, au profit d'une pêche industrielle. C'est ça ? Mais tout à fait. Et en même temps, il faut savoir que les éoliennes sont implantées sur des lieux de ponte. Donc j'en prends pour exemple les lieux de ponte des sols, qui sont aussi en danger à cause de ces implantations d'éoliennes. La sole est un poisson que tout le monde connaît et que tout le monde souhaiterait consommer au quotidien ou au moins dans sa semaine. Et elle est en très grand danger puisque on lui coupe la route de sa migration. Et si vous voulez, en Méditerranée française, un projet éolien de 100 km de côte à terme va couper la reproduction de la sole, si vous voulez, puisqu'elle est dans les fonds intermédiaires, ces éoliennes. Vous êtes en train de dire qu'au nom de l'écologie, on est en train de foutre en l'air la nature. Complètement, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Michel, on va vous reprendre. Je veux bien, sur ce point précis, la question des éoliennes, les réactions d'autres pêcheurs qui sont en ligne. Bien sûr, par exemple, Guillaume Lenoir, bonjour. Oui. Guillaume. Oui, bonjour. Vous êtes patron moi, pêcheur. Je suis en Manche, ouais. Oui, on vous écoute. Qu'est-ce que vous vivez à Granville, ouais. À Granville, c'est ça. Est-ce que vous aussi, vous êtes impacté par ce même problème des éoliennes ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Alors nous, on est moins impacté pour l'instant, je dirais, par les éoliennes, mais ça peut venir. Nous, on a été très impacté par les négociations. On est juste en face des îles anglo-normandes. Et on s'est rendu compte de la nullité de notre État à nous défendre. Donc c'est la concurrence déloyale, là ? Non, c'est qu'on se rend compte que, en fait, tout est fait pour nous faire disparaître. Je vais vous dire, franchement, je pense qu'on forme des gens dans l'administration, en fait, pour nous détruire, au lieu de nous soutenir. Et pour moi, une administration, elle est là pour faire développer les entreprises, pas les enfoncer. Mais c'est-à-dire concrètement, vous nous dites que le problème là, c'est le fait que vous soyez à proximité des côtes anglaises. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a un problème de commerce, de négociation, de droit, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Avant, on avait eu un traité qui s'appelait les accords de la baie de Granville. Oui.
qui ont été abolies avec le Brexit. Les îles anglo-normandes ont profité de ça pour faire abolir le traité de la baie de Granville. Et quand vous voyez qu'une île qui a je sais plus combien d'habitants exactement, et l'État français n'a même pas été capable de nous défendre sur nos droits de pêche historiques. Est-ce que ça veut dire que si dans ces circonstances, la loi qu'on appelle la PPE 3 sur l'énergie, tout à coup, si la semaine prochaine le décret passe, ça veut dire que vous aurez en plus la question des éoliennes à affronter? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on veut faire mourir notre profession. Et moi, je suis vachement touché par ça parce que j'estime que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours payé des impôts. J'ai bien vu que quelqu'un n'a jamais rien foutu, quoi. Moi, je suis très touché et en fait, c'est notre propre gouvernement, propre représentant qui nous enfonce. Et on va vous reprendre en ligne. Je voudrais qu'on donne la parole à Pascal Papillon qui est avec nous. Oui. Pascal Papillon, pour réagir à ce que vient de dire Guillaume Lenoir, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que votre métier est en voie de disparition et qu'on veut faire mourir votre profession, comme vient de le dire Guillaume Lenoir? C'est marrant parce que j'écoutais justement mes deux collègues et on a le même problème. Et d'ailleurs, nous, on venait pêcher beaucoup sur Granville puisque c'est bon. C'est le port d'origine qu'on avait et on ne peut plus y aller avec toutes ces histoires de Brexit. On a perdu tous nos droits de pêche et ça s'amplifie parce qu'en fait, du coup, eux qui sont restés ne vont plus avoir le droit de pêcher. Mais on a le même problème chez nous par rapport aux éoliennes, aux champs éoliens en baie de Seine. Donc nous, on se trouve à la pointe est du Cotentin. Donc on travaille dans l'Est, toute la baie de Seine, aller jusqu'au Havre. Et on a protégé depuis 15-20 ans environ la coquille Saint-Jacques, en agrandissant la taille, qui est de 10,2 en européenne. On est passé à 11 pour être sûr qu'elle est reproduite au moins une fois. On a fait des quotas, des jours de pêche, des heures. En gros, vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais. On est des bons écolos. Et tout ça, aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est vrai, on a de la marchandise. Par contre, maintenant, on va nous implanter un champ éolien en plein centre de tout ça. Tout ce que nous, on a préservé, je pense pas que ce soit écologique. C'est complètement dingue. D'autant plus que les gens qui nous écoutent, il faut savoir que ces éoliennes sont subventionnées. Donc, en réalité, ce sont des prix garantis que les auditeurs vont payer sur leur facture d'électricité qui va monter. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez réagir, 0826 300 300, on se retrouve dans un petit instant, messieurs, restez bien avec nous, à tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. La parole aux Français avec Alexandre Jardin, on est ensemble jusqu'à 14h, 0826 300 300 si vous souhaitez réagir. Nous sommes en direct avec Michel Caligari, Guillaume Lenoir et Pascal Papillon, tous les trois patrons pêcheurs. On parle de l'impact concret des éoliennes, du partage des eaux internationales, de l'autorisation de quotas, enfin tous ces sujets qui aujourd'hui les mettent en danger. Michel Caligari, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette émission ? Moi, ce que j'attends, si vous voulez, c'est que chaque Français a ses problèmes. Mais aujourd'hui, les pêcheurs en ont encore plus, je dirais, comme tout artisan qui se respecte. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que les gens sortent de chez eux et disent leur mécontentement, ou tout du moins le montrent, et adhèrent au gueux, si vous voulez. Qu'ils adhèrent au gueux, parce que, justement, avec Alexandre Jardin, on va avancer, les choses avancent avec lui. Alors, pour l'instant, c'est en train de prendre. On souhaite qu'une chose, c'est que pouvoir être unis avec l'UFPA et Monsieur Le Quintrec, notre président, et Jean-Vincent Chantreau, qui est aussi notre secrétaire général, que les choses avancent pour tous les Français, pour tous les pêcheurs. J'ai démarré dans ce métier il y a 26 ans. On était 25 000, aujourd'hui on est 13 000. Jusqu'à quand l'État va nous détruire, les institutions de l'État nous détruisent, comme on dit nos collègues. On voudrait avoir un soutien. L'opinion est en faveur des pêcheurs. Oui, les gens, quand je les vois sur le quai, nous disent courage. Et on a qu'une chose en tête, c'est la fierté. La fierté de faire notre métier, mais qu'on nous laisse faire tranquille, comme les agriculteurs, comme tous ces gens de la coordination rurale, si vous voulez. Voilà ce qu'on veut.
Alors, il y aura 2 temps de mobilisation, puisque l'ensemble des façades maritimes, aujourd'hui, est en train de se mobiliser. En fait, votre profession ne veut pas mourir. Et le 18, à Boulogne, moi, je serai parmi vous. Je ferai des sons pour Sud Radio. Le 29, également, à Cherbourg. Je serai aussi avec vous. C'est un des fondamentaux de notre identité, notre pêche. Donc, on va essayer de vous donner la parole, mais je voudrais que vous expliquiez très bien dans quelle précarité, est-ce que c'est vous ou peut-être le pêcheur suivant, Michel Caligari par exemple, la précarité incroyable de votre métier avec le système des quotas de pêche. Comment ça marche les quotas? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir, l'année prochaine, dans 2 ans, encore exercer votre métier? D'abord Michel, et puis ensuite Guillaume Lenoir et Pascal Papillon. Vous répondrez tour à tour si vous êtes d'accord. Je préfère laisser la parole à mes collègues. La Méditerranée étant très peu concernée par ce type de problème-là, moi je ne suis pas du tout compétent là-dessus. D'accord. Alors Guillaume Lenoir peut-être. Bon bah moi je suis administrateur aussi à l'OP de Normandie. Bon bah la complexité de plus en plus, on va parler admettons du maquereau comme cette année. En fait tous les quotas ont été divisés, c'est parti plutôt, les quotas sont partis aux Norvégiens la plupart. On se rend compte que la flottille industrielle reprend tous les quotas quoi. En fait c'est ce qui se passe, les Hollandais s'emparent de la mer de la Manche, faut dire la vérité. Alors nous on a la chance pour l'instant d'avoir la coquille Saint-Jacques qui vous sauve. On vit là-dessus, en fait, mais c'est fragile, quoi. Pascal Papillon, tout à l'heure, Michel Caligari parlait du soutien des Français. Comment on fait pour sensibiliser les Français à consommer mieux, à consommer français? Pascal Papillon, Français, oui. Parce que oui, parce qu'on a du beau poisson, c'est du poisson frais, mais le souci, comme c'était dit tout de suite, c'est que les quotas, les gens ne savent pas la situation, ne connaissent pas la situation. C'est qu'on dit le quota de sel est atteint, la sel est fermée. Pour tout le monde, c'est super pour la ressource. Mais en fait, le problème, c'est que c'est fermé pour le français, mais vous voyez les bateaux étrangers qui pêchent en face de chez nous. Donc en fait, c'est pas pour la ressource. Il est là le problème. Le problème, c'est que, admettons qu'on mette en jachère certains secteurs pour préserver. Ce serait très bien. Mais c'est pas le cas. C'est les autres qui pêchent devant nous. Parce que les quotas français sont partis à l'étranger. Il est là le souci. Et ça veut donc dire que votre profession n'est absolument pas régulée par les professionnels, mais entièrement par les administrations. Tout à fait. Et quand nous, on parle de nos problèmes, en fait, on nous rit au nez. Et on nous inflige de plus en plus de sécurité sur les bateaux, enfin tout ce qu'on veut. On nous prend pour des imbéciles parce qu'en fait, on a toujours entretenu nos bateaux et c'est de pire en pire. Et l'administratif, un papier pour ci, un papier pour ça. Mais nous, on n'a pas été fait pour la paperasse, pour l'informatique. Nous, on a été fait pour travailler, qu'on nous laisse travailler en paix et qu'on simplifie les choses et que les gens qui aujourd'hui nous infligent un tas de choses lors des contrôles de visites de sécurité et tout ça, reprennent leur place. Parce que leur place, c'est de nous aider et non pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Il est là le problème. En fait, ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission, c'est que le problème, c'est de fait l'État français qui ne réagit pas, qui ne vous protège pas, qui vous met en danger. Et qui suradministre. Aujourd'hui, vous souhaiteriez donc leur adresser ce message. Est-ce qu'il y a une façon pour vous aussi plus concrète de peut-être rencontrer certains responsables d'État? Par exemple, le 10 septembre aurait pu être une espèce d'outil pour dire les choses, pour crier les choses. Est-ce que vous avez fait partie de tous ceux qui se sont mobilisés ou non? Est-ce qu'il y a des syndicats qui portent votre parole? Quel est votre moyen aujourd'hui de vous adresser aux gouvernants et aux personnes responsables de tout ça? Eh bien justement, il n'y a pas de moyen. En fait, le truc, il est là, c'est qu'il n'y a pas de moyen. Et c'est pour ça que l'UFPA, pardon, commence à prendre, et j'espère que ça va prendre de plus en plus. Peut-être on aura au moins une voix, parce qu'actuellement, on n'est pas entendu par personne. Tout le monde s'en fiche. Et le 18 à Boulogne, il y aura une grosse mobilisation des pêcheurs.
Il faut à tout prix que la société soit avec vous. C'est notre qualité de vie, c'est notre manière de nous nourrir. Je rappelle que c'est pas un acte anodin de se nourrir. Nous sommes ce que nous mangeons. Si on mange des saloperies, notre civilisation se pète la gueule. Il nous arrive des saloperies. Oui, il nous arrive des saloperies. Devant moi, notre boulangère de la rue de Turbigo écoute. Et ce qui est très touchant dans tous vos métiers, c'est que vous êtes les métiers fondamentaux. Puisque on mange grâce à vous. On oublie la base. Oui, on oublie la base. Donc vous protéger, c'est nous protéger. Et lors d'une réunion de pêcheurs, j'avais été extrêmement frappé de découvrir l'instabilité professionnelle qu'est la vôtre avec le système des quotas. C'est-à-dire que pour discuter avec un banquier, comment on fait si on ne sait pas si on pourra pêcher l'année prochaine ou dans 2 ans? Mais si avec les quotas, il y a les autorisations de pêche, il y a les licences, il y a un tas de choses, mais les gens ne se rendent pas compte tous les problèmes qu'on a pour pouvoir travailler. En fait, on se bat pour travailler aujourd'hui. Ouais. On va vous soutenir. Ouais. Moi, j'aurais voulu rebondir là-dessus parce que c'est vrai que le quota pour la Méditerranée et pour les chalutiers, il y a un plan Westmed qui s'appelle, donc un plan restrictif. Et en fait, il n'y a pas de quota sur le volume de poissons pêchés, il y a un quota sur le nombre de jours. Donc si les bateaux font moins de 24 mètres, ils ont le droit de sortir 160 jours par an. Et s'ils font plus de 24 mètres, ils ont le droit de sortir 190 jours par an. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à peine rentables, si vous voulez. On va être obligé, en fait, je suis désolé, on va être obligé on arrive au terme de cette séquence. J'en ai un peu honte. Non, mais en tout cas, on continue de vous suivre. On vous rappellera et on suivra bien sûr tout ce qui se passe en mer. Merci beaucoup, Michel Calégari, Guillaume Lenoir et Pascal Papillon. Merci Sylvie qui est restée avec nous dans ce studio, qui avait écouté nos patrons pêcheurs. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous vous sentez concernés par tout ça, si vous avez envie de soutenir nos pêcheurs, appelez le 0826 300 300. On vous donne la parole. Et dans un instant, on retrouve notre invité, votre invité, Alexandre Jardin, le député socialiste de l'Essonne. Jérôme Guedj, à tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. C'est l'heure de votre grand entretien avec le député socialiste Jérôme Guedj. Et cette question presque métaphysique, la gauche a-t-elle un avenir face à la radicalisation de ses propres idées face à l'extrême gauche? Alexandre, vous avez peut-être vous-même un avis sur la question? L'avis, il est simple. Sociologiquement, nous avons une partie du pays qui est à droite et une partie qui est à gauche, émotionnellement, historiquement, familialement, j'allais dire. Est-ce que, s'il n'y a plus de traduction dans les urnes de ces sincérités, parce que ce sont des sincérités, si elles ne parviennent pas et qu'elles sont confisquées par des manipulations et des radicalisations, je vois pas bien qui va gouverner la France. Or, il faut qu'à un moment, un peuple soit connecté à ses élites politiques. Et c'est vrai que le parcours de Jérôme Guedj, moi, m'a toujours touché. Parce que, d'abord, il est enraciné dans de l'action en banlieue, donc connecté réellement au terrain. Et il y a toujours eu, chez cet homme, une volonté d'être absolument réglo éthiquement. Et au moment où on a vu tous les dérapages d'antisémitisme invraisemblables avec LFI, j'ai vu une droiture chez lui. Et je suis particulièrement touché par ça, parce que moi, familialement, j'ai un grand-père qui était directeur de cabinet de Pierre Laval. Donc, qui était aux affaires au moment des grandes rafles, en 42-43. Donc, quand on parle d'antisémitisme meurtrier en France, familialement, je sais ce que c'est. Et donc, moi, je pensais qu'on en avait terminé avec ce truc sordide, absolument glauque, qui n'a rien à voir avec la France, et qu'on allait être un peuple qui allait se tenir bien. Et quand j'ai vu que Jérôme Guedj était absolument clair, à gauche, recadré, ben ça m'a plu. Ça m'a plu, cette forme de courage, parce qu'à un moment, on peut pas vivre dans une époque de merde, pardon, mais à un moment, on doit rester des grands citoyens, on doit être capable de s'affronter lorsqu'on n'est pas d'accord, mais dans une forme de dignité. Qu'est-ce que ça coûte, ce genre de mise au clair? Qu'est-ce que ça coûte? Alexandre parlait à l'instant du courage. Je sais pas si c'est du courage. Moi, celui que je revendique, c'est le courage de la nuance.
Ça me fait penser à un livre de Jean Birnbaum qui porte ce titre et dans lequel il y a cette phrase où il dit: dans les périodes de brutalisation où la mauvaise foi dispute à la haine, le discours qu'il faut tenir est celui qui vous met tout le monde à dos. Et je dis pas que je cherche à faire ça, mais en tous les cas, je m'astreins à ne pas céder à la facilité qui consiste à camper des positions les plus radicales en se disant que ce sont elles qui vont être entendues, qui parfois flattent les bas instincts, s'éloignent d'une forme de je veux pas dire de rationalité, mais en tous les cas de sincérité dans les choses qui sont dites, parfois même tout simplement dans le rapport à la vérité. Bref, la période est aux excès et aux outrances. Alors quand je dis ça, on me dit mais ça y est, il devient modéré. Moi, je revendique pas une modération, je revendique juste la politique comme l'espace de la dispute apaisée, c'est-à-dire d'un endroit dans lequel on peut avoir des idées bien trempées. Mais on les confronte dans le cadre qui est celui démocratique, de l'élection, de la mobilisation, de la manifestation, etc. Mais où on n'est pas là à discréditer, délégitimer la parole de l'adversaire ou du contradicteur, à se conforter, vous savez, dans des zones où on ne parle qu'avec des gens qui pensent comme vous. Alors les réseaux sociaux, tout ça, ils contribuent. On évolue dans des espèces de safe zones où il y a que des gens qui pensent comme vous. Et du coup, celui qui dit un petit peu autre chose, il est perçu comme un intrus, comme un danger. Et en disant cela, parce que Alexandre parlait à l'instant de la droite, de la gauche, c'est des concepts qui sont un peu tombés en désuétude. Et moi, je revendique, c'est pas de la nostalgie, mais voilà, je pense que ce pays a besoin d'une droite républicaine et puis a besoin d'une gauche républicaine et que chacun est clair sur ses idées. On a vu depuis 80 que l'alternance était possible dans ce pays et je préfère des alternances plutôt que des grandes confusions, le fameux en même temps dans lequel il sort plus rien de clair. Ou des révoltes. Voilà. Et évidemment, ça sort des révoltes parce que il se passe un truc qui est propre à la nature humaine. Quand on a le sentiment, pardonnez-moi l'expression, d'être cocu, eh ben on n'est pas content. Voilà. Quand on nous promet qu'on va pouvoir embrasser tous les sujets sans arrêt, en essayant de satisfaire tout le monde. Alors bien sûr, il faut essayer de produire du consensus, il faut essayer de produire du compromis. C'est pas un gros mot pour moi dans la politique, mais en partant de positions qui sont claires et pas en pipotant les gens. Et c'est malheureusement ce qui libère les paroles les plus extrêmes. Et puis sur le sujet que je sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a le droit, ouais, oui. On peut. Non, c'est pas de la connivence parce que maintenant il paraît que bon voilà, on se connaît depuis longtemps. Donc moi ça m'a désespéré de voir que le sujet revenait par la gauche. Je pensais en effet que on pouvait être clair et que dans ce pays on pouvait sur quelque chose d'essentiel qui sont dans notre pacte républicain, quand on parle d'antisémitisme, quand on parle de racisme. Bon, bah là, on cherche pas à instrumentaliser ces questions, et puis surtout, on cherche pas à essentialiser, à renvoyer chacun à ses origines, avec l'idée folle qui est que le racisme anti-musulman, ça concerne que les Arabes, les musulmans, que l'antisémitisme, ça concerne que les Juifs, et qu'on tourne le dos à ce qui fait quand même la force de ce pays, cette idée d'universalisme où on peut avoir des socles communs, on peut se pouiller sur plein de sujets, mais il y en a quelques-uns sur lesquels on les jette pas en pâture pour cliver en se disant il y a des gens qui vont être plus sensibles à ce que je dis parce que je vais aller titiller ces bas instincts, quoi. Et est-ce que vous faites beaucoup engueuler dans votre camp ? Mais se faire engueuler, c'est le propre du débat politique. Là où je me fais engueuler, qui est un peu insupportable, c'est parfois en étant on parle en vrai, c'est le titre de cette émission, c'est-à-dire pas en regardant ailleurs parce qu'il y a des contingences premières. Voilà, la gauche a fait des accords électoraux à un moment donné parce que sa survie passait par là. Bon, pourquoi pas ? Moi, j'étais un fervent défenseur en 2022 de ce qu'on appelait la NUPES, du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Sauf qu'à un moment donné, quand le compte n'y est pas et quand certains veulent prendre une sorte d'hégémonie, imposer leur thème, leur méthode, leur style, on peut pas regarder ailleurs juste parce qu'on pense à une élection qui pourrait venir et avec le risque de la perdre en se disant non, je pense que c'est pas ringard de parler de valeurs dans l'engagement politique. Moi, je suis allé au bout de cette logique en 2024, comme je m'étais fâché avec, et c'est un doux euphémisme, avec la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, quand
le nouveau Front populaire s'est reconstitué après la folle dissolution d'Emmanuel Macron, moi j'ai pris mon risque et j'ai refusé l'investiture de la France Insoumise, j'ai refusé d'être dans le cadre du nouveau Front populaire, j'étais le seul député socialiste à l'époque, et j'ai pris un risque, puisqu'en face de moi, du coup, il y a eu une candidature présentée par la France Insoumise, et puis à la fin, c'est les électeurs qui ont tranché et qui m'ont permis d'être élu. Je pense que le courage, à un moment, c'est aussi d'aller au bout de ses convictions, en restant dans ce cadre de la dispute apaisée, parce que sinon là c'est la libération de la violence. Et moi, ce qui m'effraie dans la vie politique ici, où on le voit évidemment dans d'autres pays, ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, c'est que à force de banaliser cette conflictualisation, cette brutalisation, on revient sur ce que la politique avait permis de réguler, c'est-à-dire à la violence comme mode pour trancher les débats. Et moi, je suis un peu inquiet, y compris de voir à gauche, parfois une sorte pas de fascination, mais de complaisance avec la violence. La politique, c'est la dispute apaisée. On la règle dans le débat, la confrontation, le vote, la discussion, et pas à coup d'insultes, voire de coups de poing ou pire. Voilà. Surtout que votre élection veut dire qu'on peut courir ce genre de risque. Non, mais sans faute. Il y a des moments. On peut faire confiance à l'autre. L'autre n'est pas un imbécile. Surtout celui auquel je m'adresse quand je me présente à une élection, c'est les électeurs, c'est le peuple, c'est les citoyens. Mais ça montre que le courage peut fonctionner. Il aurait pu ne pas, mais dans tous les cas de figure, c'est après une sorte d'éthique personnelle qui est de dire je suis pas prêt à tout sacrifier. Juste pourquoi d'ailleurs? Parce qu'après on est pieds et poings liés dans ce qu'on raconte. Dans la politique, il faut avoir une forme de liberté. Alors c'est contradictoire parce qu'on est lié à un parti politique. Il y a des règles, il y a de la solidarité. On est mais il faut en permanence avoir cette possibilité de dire non. Soyons gauliens par moment dans des moments un peu charnières. Voilà. Alors merci d'être venu dire ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est dans une telle crise de la déconnexion que le ressentiment envers les élites politiques fait que un Premier ministre qui arrive, le type est même pas là, que le 66% du peuple ne lui fait pas confiance. Donc on a atteint un tel degré d'inconfiance, de déconnexion, que il me semble que il faut avoir la possibilité à nouveau sur les ondes, dans le débat public, de dire je vais être cash, je vais être courageux, je prendrai peut-être une branlée, peut-être que le peuple va me virer, mais on peut revenir au fond à la confiance des autres. Les autres ne sont pas uniquement des gens qui se font manipuler par la violence, manipulés par ce qu'on a vu dans la rue il y a 2 jours, et qui n'avaient au fond aucun profit pour personne. Or, moi, il me semble que je n'ai pas de couleur politique, parce que je me reconnais pas dans l'offre politique. Mais je vois bien que il faut que le peuple puisse exister à travers ses sincérités. Jérôme Guedj, je vous propose de répondre dans un instant à Alexandre Jardin. Juste après une petite pause, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler, que vous soyez de droite, de gauche, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Oui. Appelez le 0826 300 300, à tout de suite. C'est Alexandre Jardin. Nous sommes en direct avec Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Monsieur le député, vous faisiez l'éloge de la nuance et du débat, et vous avez souligné à quel point c'est devenu compliqué en fait de débattre, de converser assez simplement. Ça s'est manifesté tragiquement aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk. D'ailleurs, une petite parenthèse, est-ce que justement, on parlait de nuance, les réactions de certains politiques ou de certains influenceurs ou journalistes, qu'il s'agisse d'Américains ou de Français, vous ont choqué? Il y a eu des réactions très enthousiastes en fait à l'annonce de la mort de Charlie Kirk. Vous voyez, je comprends même pas comment, quelle que soit l'opinion de la personne, on puisse se réjouir de son élimination physique, de son assassinat. On est sur le même type de registre que ce pays a été capable de dire « je suis Charlie » quand des dessinateurs se sont fait trucider pour leur dessin, leur opinion. On peut aimer, pas aimer les caricatures de Charlie Hebdo, mais il y a un principe qui est la liberté d'expression. Et donc, le combat politique, je suis très loin d'être d'accord avec ce que racontait cet influenceur. Mais concevoir qu'on puisse se dire d'une certaine manière il l'a bien cherché parce qu'il disait des horreurs, la régulation elle est simple. S'il dit des horreurs qui sont attentatoires au droit, c'est la justice qui tranche, et on poursuit la personne, et c'est le mode là aussi de régulation des conflits, c'est la justice. Mais l'élimination physique, c'est
assumer, et le fait de s'en réjouir, c'est assumer d'abord le parallèle. Ça veut dire que demain, moi, je peux me faire péter la gueule dans la rue parce que les gens sont pas d'accord avec ce que je dis. Il y a des gens qui diront, mais Gage, il l'a bien cherché. Ce que j'ai vécu dans certaines manifestations où on voulait me mettre dehors, voire aller à la castagne, juste pour ce que je dis. Mais c'est le ferment, pardon, c'est des termes peut-être grandiloquent, mais l'étape d'après, c'est la guerre civile, parce que si on voit des gens se réjouir d'un meurtre, alors on se dit, je peux faire de même, et c'est la fuite en avant. Donc moi, je suis effaré, je combats les idées des uns et des autres, mais jamais je ne me réjouis du recours à la violence et de l'assassinat politique, parce que la réalité, c'est que ça veut dire que la violence devient la norme dans la société, et ça, c'est alors on parlait du cadre du débat politique, il y a plus de débat politique le jour où il y a la violence, parce que c'est lui qui sera le plus fort, celui qui aura la troupe avec lui, qui aura les gros bras. C'est le contraire, encore une fois, de ce que fait la régulation citoyenne du débat démocratique, quoi. Qu'est-ce qui nourrit selon vous cette violence qui se manifeste dans certains cas? On peut parler des manifestations justement d'une militante de Némésis qui s'est fait agresser aux manifestations du 10 septembre, mais plus globalement de ces appels à légitimer parfois la violence venant de responsables politiques. On a de multiples exemples, on n'est pas obligé de les nommer. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui nourrit cette chose-là? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'incapacité de la défiance qui se nourrit de gouvernants. D'abord qui assument une part de leur impuissance, qui disent j'arrive pas à traiter des sujets, voilà, et donc je fais des mots, j'occupe l'espace, je suis préoccupé uniquement par la seule pérennité et survie de mon exercice du pouvoir, et puis aussi à cette facilité en tous les cas, à cette facilité que certains responsables publics, politiques, de ne plus introduire cette complexité. Il faut être le plus maximaliste, il faut être le plus campé, il faut être le plus outrancier. Et donc, quand on est capable de dire n'importe quoi dans le débat politique, alors après, on est capable de faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le rapport à la vérité, on a beaucoup parlé des fake news, de pouvoir marteler des choses qui n'ont plus rien à voir. Encore une fois, débattons. Vous voyez, la défiance sur la science, par exemple, aujourd'hui, c'est le premier signal du renoncement à l'esprit des Lumières. C'est-à-dire, on débat, on discute sur la base de faits, puis après on a l'interprétation de ceci, on a la lecture qu'on en donne, on a les conséquences qu'on en tire, mais on peut pas se dire, en fait, c'est le pari de la bêtise qui est faite, voilà. C'est-à-dire l'échange, l'interaction humaine, c'est le pari de l'intelligence permanent. On essaye d'aller chercher le meilleur. Là, on se dit c'est plus simple. Allons chercher la bêtise, entretenons-la, et ça va passer crème. Donc tout ça est assez flippant. Ce que vous disiez sur, moi j'ai encore une fois, mais c'est arrivé à plein de moments de se réjouir de cette violence. Il y a aussi une fascination pour la violence qui normalement a été contenue par l'éducation, par les Lumières, par et aujourd'hui, mon discours est un peu un discours d'impuissance, mais repartons. Il y a du bon sens et il y a de l'intelligence dans les tréfonds de la société. Simplement, c'est une majorité parfois silencieuse. J'aime pas toujours ce concept, mais il faut qu'elle l'ouvre, quoi. Il faut qu'elle dise c'est plus en notre nom, quoi. Très important ce que vous dites. C'est-à-dire que la majorité silencieuse dise on ne veut pas d'une inconduite en France. On veut rester un grand peuple. Mais c'est vrai que là je reviens sur des choses peut-être terre à terre. Il faut quand même qu'il y ait aussi je n'exonère pas. Enfin, il faut qu'il y ait aussi de l'exemplarité de ceux qui prétendent conduire les affaires du pays. Et là, la défiance, le cœur de la défiance qu'on vit et qui s'accentue dans notre pays en ce moment, c'est cette situation à laquelle on n'a pas été habitué, c'est-à-dire ok, d'habitude, c'est la démocratie et donc le fait majoritaire qui permet de trancher les débats. On aime ou on n'aime pas, mais c'est limpide. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, l'alternance permet de dire, à un moment, c'est la gauche qui a responsabilité, elle a la majorité, elle fait ses trucs. Si les gens sont contents, ils les reconduisent au pouvoir. S'ils sont pas contents, ils les sanctionnent. C'est ce qui se passe dans une mairie, si les gens sont contents ou pas contents de leur maire, quelle que soit sa couleur politique. Bon. Là, pour la première fois, on se retrouve dans une situation pour laquelle les institutions n'étaient pas préparées, à savoir, il n'y a pas de majorité nette, il y a 3 grands blocs qui se regardent en chien de faïence. Donc, soit on se dit c'est comme ça et on est dans l'impasse, soit on tient compte un petit peu de cette situation. Et le drame depuis 2022 et notamment depuis 2024, c'est que
et c'est peut-être même avant, parce que le vote, il traduit le fait que des sujets sont pas pris à bras le corps. Voilà. On me posait la question tout à l'heure, il faut que la gauche soit elle-même. Bon, la gauche, à un moment, elle parle de ce qui fait les préoccupations, voilà, les vulnérabilités, les fragilités, les aides-soignantes, les aides à domicile, les personnes âgées, les personnes handicapées, le travail qui doit payer. Et quand on parle plus de tout ça, qu'on a un discours économiciste où on parle plus en milliards qu'en dizaines d'euros qui sont le quotidien des gens, les gens, voilà, ils se disent. Donc déjà, il y a cette déconnexion. Et puis après, quand il y a un vote avec cette tripartition et il y a une espèce de bras d'honneur qui est fait en disant, on n'en tient pas compte. Voilà, on ne tient pas compte de ce que ça dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le compromis est pas un gros mot dans la période. Moi, je suis un de ceux qui dit, essayons le compromis. Voilà, c'est inédit, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que c'est parfois même un peu contradictoire avec des positions tranchées que j'ai pu avoir, mais il y a un principe de réalité, parce que s'il n'y a pas le compromis, alors ça se règle dans la rue. Ça se règle dans la rue et on sait pas comment. Or là, d'échec en échec, c'est pas ce qui se passe, et la nomination du nouveau Premier ministre peut être vécue comme une sorte de perpétuation de ce refus de tenir compte de ce qui s'est exprimé. En tout cas, il y avait d'autres choses à faire, quoi. Le chiffre est très impressionnant. Des 66% des gens qui... C'est très impressionnant. Mais c'est évident, c'est à peu près les 2/3 des gens qui n'ont pas... parce que, vous voyez, dans d'autres périodes, des gens pouvaient comprendre la cohérence de la nomination de quelqu'un. Mais là, le signal qui est envoyé, c'est... Il n'est pas cohérent. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, on s'en fout. On n'en tient pas compte. Voilà. Et ça fonctionne nulle part. Dans une boîte, si le patron, il tient pas compte de ce que ses salariés lui disent, au bout d'un moment, ça va pas fonctionner, parce qu'on fait un collectif. C'est vrai dans une association de quartier, dans une famille, et encore plus dans un pays. Où est-ce que vous êtes à la fin de la semaine? Là, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Vous partez faire une expérience? Ah non, ça c'est la semaine prochaine. C'était ce week-end, parce que le week-end dernier c'était les fêtes des associations, tous les gens qui viennent s'inscrire, on en parlait là. Oui. Non, la semaine prochaine c'est prévu de longue date. Je deviens auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous faites un stage de commando. Et c'est un endroit où des gens qui sont pas des militaires, mais avec des militaires, avec des élus locaux, nationaux, avec des chefs d'entreprise, on s'approprie les questions de défense nationale qui sont essentielles dans l'histoire d'un pays. Et donc, on va avoir des cours, etc. Mais chaque mois, on va faire aussi une immersion sur le terrain avec des militaires. Et moi, je connais pas bien ce monde-là. Et donc, la semaine prochaine, je suis en stage commando à côté de Perpignan pour voir le quotidien et les enjeux de nos militaires. Moi, j'ai plus l'habitude de connaître. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé, d'hôpital, de maison de retraite. Donc, c'est un univers que professionnellement, je connais mieux. Et donc, voilà, je pense qu'il y a besoin, on parlait de déconnexion. Quand on parle de sujet, il faut quand même aller se frotter à la réalité de ceci. Les questions de défense vont être cruciales malheureusement dans les années et décennies qui viennent. Et je pense que c'est bien si on retisse ce lien entre l'armée et la nation, quoi. Et je voulais rendre hommage à l'armée qui a ce système, l'IHEDN, qui est d'une profonde intelligence d'écoute de la société. Mais parce que l'armée, je viens de parler du lien armée-nation, je pense qu'il est essentiel. On n'y pense pas trop quand on est en temps de paix et de sérénité, mais là, les cieux mauvais qui s'accumulent nous obligent quand même un peu à tenir compte de concrètement c'est quoi ce concept de défense nationale et comment il se décline. Et en effet, les militaires, c'est un des piliers. Voilà. C'est vraiment un truc exemplaire de la France. Je trouve, parce que ça introduit, là j'en parle avant de le découvrir, mais les précédentes promotions m'ont un peu expliqué ça, qu'il y a besoin de faire ce lien en permanence avec un pilier aussi essentiel de notre nation qu'est l'armée. Vous faisiez référence aux 66% de Français qui ne font pas confiance en ce nouveau Premier ministre. L'un des slogans prononcés pendant ces manifestations du 10 septembre, et d'ailleurs on pourra peut-être en parler dans un instant, de cette récupération notamment du 10 septembre, c'était Macron démission. C'était le problème, c'est pas le nouveau Premier ministre, c'est pas le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Vous, Jérôme Guedj, comment vous voyez, vous n'êtes pas devin bien sûr, mais comment vous voyez là ces 1 an et demi qui restent pour le président de la République? Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron arrive un petit peu en fin de règne, mais on le dit depuis plusieurs années déjà, ceci dit, et donc devrait aboutir à une démission? Alors, je vais partir de l'option de la démission et vous expliquer pourquoi c'est pas ma tasse de thé.
Parce que s'il y a bien ce pays, c'est ainsi, a fait de l'élection présidentielle un peu l'alpha et l'oméga de la vie politique. C'est peut-être exagéré, mais c'est ainsi. Voilà, il y a ce lien particulier. Et donc, moi, la pire des choses qui pourrait se passer là, c'est... Rentrons dans la logique d'une démission du président de la République, que certains appellent de leur vœu. Il y aura même une motion de destitution qui va être examinée à l'Assemblée nationale. Je la voterai pas. Parce que, alors, s'il y a bien une chose dont on n'a pas besoin, c'est un débat présidentiel en 35 jours dans le pays. Parce que si le jour où il y a une démission du président de la République, c'est prévu par un des articles de la Constitution, si le président meurt ou s'il démissionne, l'élection, c'est normal, il faut assurer, le président du Sénat fait l'intérim pendant 35 ou 40 jours maximum. Donc ça veut dire que en 35 jours, faut faire ce grand débat démocratique. Et là, je pense que c'est la pire. Alors là, pour le coup, si on veut être certain de renouer avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des positions caricaturales, antagonistes, pas capables d'introduire cette nuance, de faire vivre des débats qui sont complexes et dont on ne parle pas suffisamment. Il y a plein de débats pour lesquels le coup de projecteur de l'élection présidentielle, à mon avis, et moi c'est un des reproches que je fais aux précédentes élections présidentielles, c'est qu'en réalité, elles n'ont pas mis des visions de la société, des projets un peu concrets, ou alors quand ça a été fait, ils ont été passés par-dessus bord assez rapidement. Et donc moi je préfère qu'on ait une année 2026-2027 avec un vrai débat démocratique. S'il y a concrètement une élection présidentielle provoquée rapidement, alors ça va être à celui qui aboie le plus fort. Et je pense que c'est pas ce dont le pays a besoin. On continue d'en parler dans un petit instant. Jérôme Gage, merci d'être avec nous. Chers auditeurs, si vous voulez nous appeler, réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Nous sommes toujours avec Jérôme Gage, député du Parti Socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, et nous sommes en ligne avec un auditeur, Karim, qui nous appelle des Mureaux. Bonjour Karim. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Karim. On vous écoute. Alors j'ai écouté le débat depuis tout à l'heure et puis je suis un auditeur fidèle de votre radio qui change un peu de ce qu'on entend habituellement. Et en fait, je me faisais une réflexion depuis très longtemps, c'est qu'en fait, quels que soient les hommes politiques qui passent, quel que soit leur parti depuis une vingtaine, trentaine d'années, en fait, je constate qu'ils sont toujours en train de réparer les fissures du mur avec du plâtre. Mais à aucun moment, il y en a qui se posent, quel que soit le parti, en se disant mais qu'est-ce qui fait les fissures du mur ? Moi, je fais du bâtiment, et quand il y a une fuite, je suis pas en train de mettre du joint tous les 6 mois ou tous les 3 ans. Mais qu'est-ce qui crée la fuite ? Et en fait, de mon point de vue, personne fait ça, quel que soit le domaine, que ce soit l'immigration, le travail, l'Europe, la natalité, l'éducation et la santé. En fait, tout, monsieur le député, je sais pas vous que j'incrimine, mais à partir du moment où vous êtes partisan d'un des partis qui a déjà été au gouvernement ces 30 dernières années, en fait, on sait pertinemment, enfin, moi j'ai compris que vous ne pourrez rien faire parce que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on veut changer le travail, on peut pas parce que c'est l'Europe. Quand on veut changer l'Europe, on peut pas parce que les entreprises vont partir. Quand on parle de travail, on peut rien faire sinon les entreprises vont partir à l'étranger. Et donc du coup, on fait venir de l'immigration qui coûte moins cher. En fait, il faut que les gens comprennent que le système représentatif de démocratie représentative que l'on a, en fait, il est mort, il est voué à l'échec. En fait, il faut vraiment, je pense, changer de système. Jérôme Gage, est-ce qu'il faut reconstruire la baraque ? Oui, c'est vrai. Merci Karim, parce que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la présidentielle, en disant c'est intéressant parce que les sujets qu'il met sur la table, notre rapport à la construction européenne, notre rapport au travail et notre rapport à une idée de souveraineté, qu'est-ce que c'est faire nation, c'est des sujets en effet qui sont regardés soit par une approche technique, soit où on est impuissanté immédiatement en se disant c'est trop compliqué d'aborder les sujets. Donc oui, je pense. Alors moi, je suis pas un partisan de dire il faut renverser la table et se dire. Il y en a certains qui disent ça. Faisons tout péter, bloquons tout et on verra bien ce qui se passe. Mais regardez sur ces sujets en sortant des ornières que les uns et les autres nous pouvons avoir. Et par exemple, et merci d'avoir parlé de la question européenne, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un projet politique formidable, a fortiori au moment où les empires se construisent, mais à condition qu'on sache ce que ça veut dire être européen et quel est le sens d'avoir construit cette entité politique.
Moi, c'était mon premier vote quand j'avais 20 ans. J'ai voté oui à Maastricht. Par contre, en 2005, 13 ans après, j'ai voté non parce que j'ai eu le sentiment que ce qu'on m'avait proposé, à savoir une intégration monétaire et économique qui mécaniquement allait produire de l'intégration citoyenne, sociale, etc. C'est pas ça qui se passait. On a fait un grand marché, mais on a organisé de la compétition de tous contre chacun à l'intérieur même des frontières de l'Union européenne. Et quand on a commencé à avoir des délocalisations d'industries automobiles françaises qui allaient s'installer en Roumanie ou en Slovaquie ou en Pologne, on s'est dit mais est-ce que c'est ça l'idée qu'on se fait, qu'on va être ensemble dans la grande compétition internationale. Et tant que et comme ça ruisselle et ça conditionne beaucoup des sujets, notamment celui du rapport au travail, de la réindustrialisation du pays, de la convergence économique et sociale. Enfin, je veux dire, moi, je serai un Européen heureux le jour où on aura des niveaux économiques comparables. Vous savez, on a fait des critères pour faire une monnaie unique. Mais on n'a pas fait des critères pour faire un système de protection sociale qui soit à peu près homogène, qui fait que des entreprises vont pas ailleurs parce que c'est moins cher. On n'a pas un SMIC européen qui est comparable, et donc on se retrouve avec des travailleurs détachés qui viennent travailler en France, mais dans les conditions catastrophiques, dans les conditions de travail. Et donc ça, on tue même l'idée du bénéfice européen. Et là, on a manqué de courage parce que. Et quand je dis on, c'est collectivement, mais y compris de dire que il suffit pas de dire on est européen en sautant sur la chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle. Si on met pas un contenu, et le contenu c'est la singularité, je le dis, dans la période alors c'est peut-être un grand mot, d'un modèle social dans lequel on est capable de faire ce compromis entre le capital et le travail, d'organiser le partage des richesses et de pas considérer qu'on sacrifie tout à un modèle économique dominant qui est celui d'accaparement, de cupidité, d'accaparement des richesses. Et c'est vrai sur les autres sujets qu'a mentionné Karim, où dès qu'on veut toucher à quelque chose, on dit ouais mais ça va faire tomber l'édifice, en l'occurrence la maison. Donc moi je suis pas partisan de tout casser pour pouvoir reconstruire, mais je sais qu'on peut faire des rénovations en faisant autre chose que colmater les fissures, quoi. Je suis très sensible à ce que vous avez dit, Karim, parce que c'est une de mes très très grandes différences avec notre invité, c'est que je considère que tous les sujets que vous évoquez doivent être traités et ne sont finalement, on se rend bien compte, on n'arrive pas par la démocratie représentative à les traiter. Je ne dis pas que ce ne serait pas mieux qu'on y arrive. Mais c'est quoi l'alternative à la démocratie représentative ? Alors, nous, on a monté... L'alternative ou le complément ? Oui, le complément. Puisque, évidemment, le complément, nous, on a lancé le mouvement des gueux pour que, à terme, on puisse vivre en France dans une démocratie aussi directe, en complément de la démocratie représentative. Et on a un voisin... où le citoyen, la Suisse, où le citoyen n'est pas viré le soir de la présidentielle ou de législative chez eux. Il n'est pas viré. Le citoyen existe pendant les 5 ans, pas tous les 5 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui parient sur l'intelligence de tous, qui parient sur l'intelligence collective et qui, par les processus référendaires, influencent énormément le Parlement, puisque 93% des lois en Suisse fédérale sortent du Parlement fédéral, sauf que le parlementaire fédéral écoute, parce qu'il peut prendre dans les dents un référendum. Le premier qui fait ça, il aura gagné. Eh bien, je vais vous dire, il y a 500 militants par jour supplémentaires dans le mouvement des gueux. C'est à peu près le rythme de montée de notre mouvement. Parce qu'on ne veut pas qu'en 2027, qui que ce soit ait un chèque en blanc. Parce que c'est pas un procès fait au parti. Si ça avait pu marcher, on serait au courant. Mais pour l'instant, on est dans des situations de blocage. Moi, je suis séduit par l'idée de mettre la pression sur ceux qui jouent le rôle de qui incarnent la démocratie représentative. C'est un des effets. Voilà, je comprends parfaitement. Après, la modalité, parce que la Suisse, c'est pas tout à fait la taille de la France. Est-ce qu'on est capable, sur ceux des grands sujets qu'on a à trancher, de se dire c'est le référendum, parce que le référendum, à un moment donné, il y a multiple. Il y a quelqu'un qui vient proposer un texte. Je vous prends un exemple sur un des sujets. On a débattu de manière intermittente sur la question de la fin de vie et de l'aide à mourir. Bon,
là, moi, j'y ai vu une qualité du débat parlementaire qui a permis de faire bouger des curseurs, etc. À la fin, si on avait soumis au vote le texte initial du gouvernement, celui qui avait été présenté par Emmanuel Macron et les ministres à l'époque, et donc la question c'est, est-ce que vous acceptez ce texte, oui ou non? Ou alors, ça veut dire qu'on fait vraiment du multiple, ou sur chacun des points, est-ce que vous êtes pour les directives anticipées? Est-ce que vous êtes pour... 93% des lois fédérales suisses sortent de la complexité du travail parlementaire et de l'écoute. Et de l'écoute du peuple. Donc ça veut dire qu'on fait trancher par un référendum qui est une question, oui ou non, un référendum. Le Parlement fédéral suisse vote. Mais simplement, le peuple, si aussi il est mis devant le fait accompli d'une absurdité, il peut se défendre. Et donc là, c'est plutôt l'idée du référendum, du référendum un peu révocatoire, quoi, en disant le Parlement a travaillé, a adopté ce texte. Est-ce que vous le confirmez? C'est exactement la proposition qu'on faisait nous après la réforme des retraites, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des débats dans le pays. Une fois que la réforme a été adoptée, de dire aux gens, mais est-ce que vous voulez vraiment de cette réforme-là? Est-ce que vous êtes pour ou contre? En fait, ça revient à se dire que quand on a une crise politique, c'est peut-être complètement fou de vouloir le faire sans le peuple. Je suis d'accord. Je reprends cet exemple de la réforme des retraites. Il y a eu des débats, elle passe en force, etc. À la fin, on demandait, on avait même déposé pour faire ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. Alors, comme c'est super compliqué de faire le référendum d'initiative partagée. Notre système n'est pas fait pour ça. On n'en a pas fait un seul. C'est quand même assez cocasse de se dire que c'est un truc qui a été introduit. C'était Nicolas Sarkozy qui crée ce dispositif en 2008. Mais pourquoi on et que donc, 17 ans après, on n'a pas usé d'un article qui a été introduit dans la Constitution. Parce qu'il est impraticable. C'est pas praticable. Pourquoi il est impraticable? Mais parce qu'il faut des conditions. Il faut que le référendum porte sur un texte sur lequel une loi n'a pas été adoptée dans l'année qui précède. Donc on peut même pas le faire immédiatement pour supprimer une loi qui a été adoptée. C'est le contraire de ce que tu décrivais à l'instant. Et il faut réunir le million de signatures pour le faire, et qu'après ça soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment. Par exemple, sur la fin de vie, dans le mouvement des gueux, il y a une réflexion avec beaucoup de médecins qui viennent vers nous et qui disent une chose très simple. La France fait très attention à ses bébés. 700 000 naissances. On fait attention à l'arrivée des mamans, aux soins des mamans et des bébés. Quand on meurt en France, on a nos structures d'accompagnement de décès qui couvrent 40% du besoin. Ça veut dire qu'on laisse au secteur privé 60% la mort. Mais encore, si tu parles des structures d'accompagnement, c'est en l'occurrence les soins palliatifs pour accompagner Est-ce qu'on est d'accord pour... Ah oui, mais non, on meurt de manière dégueulasse dans ce pays. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Et d'ailleurs, on vieillit de manière dégueulasse. Tu sais que c'est un des sujets auxquels je suis attaché. Et toi, c'est une question des vulnérabilités. Moi, c'est un des moteurs de mon engagement en politique. C'est-à-dire, ce qui fait notre humanité commune, c'est de regarder les vulnérabilités. On a tous des vulnérabilités temporaires ou permanentes. La situation de handicap, la maladie mentale, l'avancée en âge, la maladie tout court à un moment de sa vie. Et mettre ça au milieu du village en se disant qu'en fait on organise. Alors ça, les gens disent oui, mais c'est compassionnel, c'est de l'assistanat, etc. Mais je veux dire, on est tous frappés par ces vulnérabilités. Et on a une société qui pense plutôt la performance, mais de manière déconnectée. Alors là, pour le coup, c'est un truc de déconnexion. Je parle beaucoup du vieillissement. Dans nos sociétés, les valeurs dominantes, c'est la rapidité, la performance, le profit, l'immédiateté. Alors que quand on vieillit, et on vieillit de plus en plus, et tant mieux, c'est la lenteur, la tempérance, la sagesse, la transmission. Et ça, c'est pas du tout valorisé. C'est presque ringard essayons, compris, de changer notre système de valeurs. On continue d'en parler dans un petit instant, Jérôme Gage. 0826 300 300 pour réagir à cette émission. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Nous sommes toujours avec Jérôme Gage, député socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, et nous accueillons un second auditeur, Michel, qui nous appelle de Pontivy. Bonjour Michel. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Alexandre et à monsieur Gage et à toute l'équipe de Sud Radio. Alors c'est une intervention, j'espère qu'il sera un peu drôle, mais je constate depuis plusieurs années que lorsque, par exemple, les agriculteurs, les médecins, les pompiers, lors des grands débats, lorsqu'ils quittent tous Matignon, ils déclarent devant les journalistes on ne nous écoute pas, ils disent la messe et puis terminé. Et ils s'en vont tous avec les dossiers sous le bras et la queue entre les jambes, si j'ose dire. Alors, comme aurait pu le dire Coluche, si c'est comme ça, moi j'y retourne plus.
Alors, malheureusement, le 18 septembre prochain, apparemment, ils seront reçus, à part quelques-uns qui ne veulent pas y aller. Mais j'ai encore l'impression que quand ils vont être devant les journalistes en sortant, ils vont encore déclarer « on nous a pas écoutés ». Voilà. Jérôme Guedj. Non mais ce qui est dit là, c'est la contradiction française, mais qui est je veux pas dire charmante, mais qui est stimulante. C'est que les gens ont une défiance envers les politiques et en même temps adorent la politique. C'est une défiance à la mesure de l'attente qu'on a de l'action collective, et qui est parfois un peu comment dire, oublié par ceux qui ont été choisis. Alors il y a ce discours, on n'est pas content, voilà, c'est le côté gaulois réfractaire, rouspéteur, etc., que moi je trouve extrêmement positif, parce que ça dit on attend des choses de la décision collective, on attend des choses de la délibération collective. Le problème, ça renvoie à la discussion qu'on avait juste auparavant, c'est comment on est assuré qu'on pèse dans cette délibération collective à toutes les étapes, et pas uniquement un moment à l'instant T d'un vote, et en se disant le rendez-vous est 5 ans après pour sanctionner, donner quitus ou pas quitus. On n'est pas dans une assemblée générale de copropriétaires. Et à la limite, dans une assemblée générale de copropriétaires, on peut peser tous les ans pour savoir si on change les choses. Donc, moi, je suis de plus en plus sensible, en effet, j'aime pas les débats pour savoir s'il faut une 6e République, mais sortir de la verticalité qui est celle de la 5e République, qui était adaptée à un moment, garder quand même de l'ordre, parce que je pense qu'il faut que les choses fonctionnent, et introduire ce qui manque, c'est-à-dire des contre-pouvoirs. Voilà, des contre-pouvoirs à l'échelle locale comme des contre-pouvoirs à l'échelle nationale. D'ailleurs, c'est souvent intéressant, à l'échelle locale, il y a un truc qui fonctionne dans toutes les villes. Et les maires, quand ils disent ils sont à portée de baffe, ces dernières années, ils ont tous introduit, parce que c'était une demande, des assemblées de quartier, des conseils de quartier, où ils sont obligés de venir rendre compte régulièrement. C'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans dans les municipalités. Et puis ils ont fait des budgets participatifs en disant aux gens, cette fois-ci, voilà, on vous donne une partie de l'enveloppe et c'est vous qui allez décider de l'affectation et du choix, et parce que c'était pas forcément, voilà, on fait un nouveau quartier, qu'est-ce qu'on fait à tel ou tel endroit, c'était pas prévu dans les engagements municipaux, ou pas avec ce niveau de détail. Et ben ça pourrait être source d'inspiration. Alors les assemblées de quartier, les conseils de quartier à l'échelle nationale, ça n'existe pas. C'est pour ça que l'idée de faire valider le travail du national, des parlementaires, du gouvernement par une sanction, ce que tu évoquais sur les référendums, je trouve que c'est intéressant. Je voudrais vous répondre exactement. Pour contraindre un système à la vertu de l'écoute, il faut que le citoyen pèse et réellement une capacité référendaire. Ça ne veut pas dire empêcher les exécutifs de bosser. Ça veut dire que s'il n'y a vraiment pas d'écoute, s'il n'y a pas de... si on sort pas de la culture du mépris, en fait, c'est ça le problème. C'est la culture du mépris. Après, soyons honnêtes, hein, les capacités référendaires... Non, mais il y aura toujours des gens qui diront... il y a du mépris parce que on n'a pas souscrit aux propositions que je fais. C'est le propre de l'action publique. Mais, à un moment, on dit oui, mais on dit non à des gens. Moi, j'ai des gens qui viennent... Le référendum, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si les gens ne convainquent pas les autres, ils perdent. Ouais. Je veux dire, ils perdent. Or, durablement, on s'aperçoit de quoi ? C'est que les pays qui ont ça, je reviens à la Suisse, les gens ne passent pas leur temps à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas complètement idiot. Donc, de temps en temps, il peut se tromper, il corrige. Mais, globalement, la population réfléchit parce qu'elle vit avec sa décision. Donc, elle fait extrêmement attention. Et on a des exécutifs qui sont dans une écoute plus humble, plus accompagnante, et en même temps, tout ce qui peut ressembler à de la démagogie, ça marche pas le jour du référendum. Ça marche pas. L'être humain n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, pour vous répondre, monsieur, moi je vais militer pour que ce pays évolue vers une démocratie d'adultes, qu'on ne prenne pas pour des cons. Jérôme Guedj. Ah pardon, Michel, vous vouliez réagir ? Oui, non, d'accord. Simplement, je rajouterais, donc dit comme ça, c'est qu'on écoutera plus la volonté et l'action publique du peuple
encore une fois, Demos, plutôt que celui des syndicats et peut-être des représentants. Mais c'est forcément un mélange. Mais on va laisser réagir peut-être Jérôme Guedj. Non, mais parce que ce que j'entends en creux dans la remarque, c'est il y a parfois des intérêts catégoriels qui s'expriment et qui peuvent rouspéter, parce qu'il y a un principe, hein, mais c'est ça qui est compliqué. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Mais pour autant, l'expression de ces attentes particulières peut pas être balayée d'un revers de la main. Et il y a à construire et surtout à expliquer en quoi telle ou telle mesure est au service de l'intérêt général. Je vais vous prendre un exemple qui est un irritant, vous allez comprendre. Vous vous rappelez, avant l'été, au printemps, il y a eu des mouvements importants de chauffeurs de taxi sur les transports sanitaires. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a confié aux chauffeurs de taxi, parce qu'il y a eu une réforme il y a quelques années qui a tué tout ce qu'on appelait les transports sanitaires organisés par des sociétés d'ambulance, etc. Et on s'est dit, c'est plus simple de le confier aux chauffeurs de taxi. L'intérêt général, c'est d'assurer le transport sanitaire. L'intérêt général, c'est de le faire dans des conditions financières qui soient soutenables. Voilà. Il y a des intérêts qui se sont exprimés, des chauffeurs de taxi qui ont dit oui, mais vous allez trop loin dans les modes de régulation que vous avez mis en place. Voilà, c'était pour faire 150 ou 200 millions d'euros d'économies sur presque 3 milliards de coûts de ces transports-là. Je le dis sincèrement, il y a à améliorer le système, mais pas le faire de manière... vous voyez, donc on pouvait concilier le fait qu'à certains endroits, notamment au milieu rural, la réforme, elle avait des conséquences désastreuses pour plein de chauffeurs de taxi, dont 80 ou 90% du chiffre d'affaires était le transport sanitaire, et sans eux, il y avait des gens qui ne pouvaient pas aller dans des hôpitaux qui étaient de plus en plus éloignés. Mais l'intérêt général, c'est aussi de faire expliquer à tout le monde que oui, on a peut-être des moyens modernes, transparents, de rendre le système plus efficace et plus soutenable financièrement. Donc, voilà. C'est aussi une culture du compromis dans la décision publique. Jérôme Guedj, pour conclure, je sais qu'il n'est jamais agréable de répondre à une rumeur, mais une information venant de Clément Garin, vous l'attendiez peut-être cette question, indique que vous seriez en discussion pour le ministère de la Santé. Est-ce vrai ? Non, c'est faux. Je suis en discussion avec personne et j'ai pas de raison d'être en discussion. Non, mais vous voyez, ça c'est marrant parce que depuis ce matin on me met des messages. Je sais pas qui est ce Clément Garin ou Garin, et je sais pas. Hier il annonçait que c'était Yannick Jadot. Vous voyez, enfin. Ça n'a pas de sens qu'on soit commenté quelqu'un qui invente des choses sur Twitter. Sur le fond, moi j'ai une position très claire. Il faut que ce gouvernement discute avec l'ensemble des forces d'opposition et singulièrement les socialistes qui ont mis des propositions sur la table, mais elles sont connues nos propositions. Après, ils prendront leurs responsabilités. Vous savez, nous on avait proposé d'exercer le pouvoir sans associer, pour pas faire cette confusion. Voilà. Moi, j'aurais adoré être ministre dans un gouvernement de gauche, mais qui aurait eu en permanence à construire ces compromis pour pouvoir durer. Donc voilà, ça tombe bien, vous me permettez de démentir cette rumeur. Ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alexandre Jardin. Merci. Et on ne va pas lâcher l'affaire des pêcheurs. On ne lâche pas l'affaire des pêcheurs ni des boulangers. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.